Nous vivons dans une société où beaucoup sont ignorants de leurs droits. Enfants, femmes, hommes, peuples autochtones, personnes vivant avec le VIH-Sida, personnes vivant avec handicap. Oui, nous avons tous des droits. AGI TV, votre chaîne éducative, donne rendez-vous chaque mois dans l'émission Droits dans la société pour aborder les thématiques en rapport avec les droits de tout un chacun. Parce que nul n'est censé ignorer ses droits. Une fois de plus, soyez les bienvenus à la troisième partie, cette fois-ci, consacrée toujours à votre émission Droits dans la société, consacrée à la garde à vue, toujours avec notre invité, M. Christian Lobasso. Nous en développerons un peu plus. Alors, M. Christian, nous avons développé beaucoup des aspects liés à la durée, liés à la définition même. Nous rentrons maintenant sur l'aspect lié aux droits des personnes gardées à vue. Merci, madame. Je dirais simplement qu'à propos de droit, qu'une personne privée de liberté ne perd pas ses droits. Le seul droit qu'il perd peut-être, c'est celui d'aller et de venir. Mais au-delà, en dehors de ce droit, tous les droits existants, dévolus à toute personne humaine, lui sont dévolus. Ainsi, nous pouvons dire que sur la question des droits au niveau des personnes privées de liberté ou placées en garde à vue, il y en a beaucoup. Mais nous allons peut-être en citer quelques-uns de ces droits, tout en prenant le soin de le répéter qu'il y en a beaucoup et la liste n'est pas exhaustive. Ainsi, nous pouvons par exemple vous citer le droit d'informer une tierce personne ou un proche lorsqu'on est placé en garde à vue ou bien en détention préventive. Le droit d'avoir un avocat, le droit d'être informé des raisons de son arrestation, le droit de recevoir des soins médicaux, le droit de contester la légalité de sa détention. Ce n'est pas parce qu'on vous a placé en garde à vue ou en détention préventive que vous n'avez pas de contester ce placement-là. Vous avez ce droit de le contester. Lorsque vous vous rendez compte que vous ne vous reprochez de rien, vous avez ce droit de contester, cette détention-là. Le droit à la présomption d'innocence, le droit à la préservation de votre intégrité physique, le droit de porter plainte et de former un recours en cas de mauvais traitement ou de mauvaises conditions de détention. Tous ces droits énoncés sont dévolus à la personne détenue. Et comme je l'ai dit, ces droits ne sont pas exhaustifs, il y en a beaucoup. Et ces droits sont contenus dans le code pénitentiaire congolais qui vient d'être publié, où nous pouvons retrouver l'essentiel de ces droits. Le droit à l'alimentation, il y a beaucoup de droits. À titre illustratif, je voudrais bien développer certains de ces droits, quelques-uns de ces droits. Donc ainsi, le droit d'informer un tiers de son arrestation ou son placement en détention donne le droit à toute personne arrêtée, détenue ou emprisonnée d'informer ou de faire informer par les autorités judiciaires une personne de l'extérieur de son arrestation et le lieu où elle est retenue. Même également dans ce sens, lorsqu'il y a un transfert entre un poste de sécurité publique à un autre, ou bien d'une maison d'arrêt à une autre, il faudrait que cette personne puisse être informée. Cette personne également informe ses parents sur le transformement dont il est en train de subir. Parce qu'il faudrait éviter qu'il soit placé dans un endroit inconnu de ses parents. Il faudrait que le parent puisse connaître un peu ce mouvement-là pour certainement apporter une certaine assistance aux autres. Justement, pour parler de ce droit de contacter un proche, lorsqu'on parle de proche, on fait allusion à qui exactement? Non, à un parent, c'est-à-dire à un parent, à un ami, en fonction de la relation de filiation, la filiation que vous avez, vous pouvez faire appel à un parent, à un ami, à une personne qui est peut-être prompte à répondre un peu à vos besoins et vous la contactez à l'immédiat. Donc c'est un peu dans ce sens-là, on parle de proche, madame. Et justement, après, parfois, certainement vous avez reçu ce genre de cas, il y a des personnes qui sont arrêtées, mais qui finalement, la famille n'est même pas au courant, ne sait même pas ce qui se passe.
la personne n'est même pas en contact direct avec sa famille pour les annoncer que voilà, je suis arrêté à tel autre endroit. Non, mais ça, c'est des violations, madame. Ça, c'est des violations. Et on a dit lors de nos premières deuxièmes émissions les conditions d'un placement en garde à vue. Donc, pour être placé en garde à vue, on ne place pas quelqu'un en cachette. C'est au vu et au su de tout le monde. Donc, dire qu'il y a des gens qui sont placés en garde à vue en absence ou bien à l'abri des parents, ça, c'est des violations qu'il faut réprimer, que l'autorité doit réprimer, parce qu'une personne qui est placée en garde à vue doit informer ses parents et que les parents doivent également savoir de leur côté où se trouve leur fils et à quelle maison d'arrêt ou à quel poste de sécurité publique ou brigade de gendarmerie. Oui, voilà. Il y a des moments où parfois même la police décide de ne pas permettre la personne détenue, encore personne mise en garde à vue, de contacter sa famille. Tout cela, c'est donc quel objectif? Parfois, on a ce genre de cas, on a déjà reçu. Non, madame, c'est ce que je vous ai dit, le Congolais doit connaître des voies de recours. Et à quel moment le Congolais peut saisir des voies de recours? Lorsqu'il y a violation. Dans ce sens, lorsqu'il y a la rétention de l'information, vous êtes en droit de recourir au procureur de la République. Vous dénoncez le fait au procureur de la République en indiquant le lieu. S'il y a une autorité policière ou de gendarmerie qui fait cette rétention d'information, de la dénoncer auprès du procureur de la République pour que le procureur de la République intervienne et que toutes les informations soient communiquées à propos de la personne recherchée ou bien placée en garde à vue. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire dans ce propos, madame. Par exemple, là, dans le message que nous a écrit, un jeune dit que pour garder, ou donne les raisons pour lesquelles, par exemple, les officiers de police n'ont pas voulu que la personne mise en garde à vue contacte des proches. Il dit que pour garder ou obtenir une nouvelle preuve, le magistrat peu en charge de l'enquête peut décider que le proche ne soit pas prévenu ou qu'il le soit plus tard. Par exemple, s'il faut faire une perquisition pour éviter la dissémination de preuves, le procureur peut retarder justement. Voilà, vous savez déjà, voilà, vous savez, que ce soit les officiers de police judiciaire, que ce soit les magistrats, ces gens qui sont formés. Et toutefois que dans leur formation, qu'on ait parlé de la rétention. Non. Parce que s'il y avait de la rétention, cette disposition-là ne devait pas figurer dans le code de procédure pénale. Essayez de lire toutes les dispositions du code de procédure pénale, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas cette disposition où il y a la rétention d'informations auprès du tiers. Et s'il y a de tels comportements, comme je viens de le dire, ça c'est dans le cadre de la violation, madame. Parce que ce qui est vrai, tous, que ce soit l'officier de police judiciaire, que ce soit le magistrat, que ce soit nous sommes tenus à respecter le code de procédure pénale. On ne crée rien, on ne crée pas la roue, madame. Nous sommes tenus à respecter toutes les dispositions contenues dans le code de procédure pénale. Donc, s'il y a des cas comme ça, ce sont des violations. Et lorsqu'il y a des violations, il y a la promptitude, madame, de faire recours au procureur de la République. Parce que ce qui est vrai, c'est quelqu'un qui nous charge et qui nous décharge. C'est quelqu'un qui nous punit, qui nous protège également. C'est quelqu'un qui, en fonction de la légalité de ses prérogatives, peut nous protéger et nous réprimande également de la même manière. Donc ça pour dire que lorsqu'il y a ce genre de situation, nous sommes venus, comme je l'ai précédemment dit, de recourir au procureur afin que celui-ci nous protège, afin que celui-ci puisse mettre en branle toutes les dispositions juridiques, afin que ce genre de situation ne puisse pas arriver. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Oui, mais parfois ils peuvent se dire qu'on n'a pas le matériel. Parfois lorsqu'on arrête une personne et la personne n'a pas de téléphone, comment la personne rentre en contact? Est-ce que c'est au niveau de la brigade ou encore du commissariat qu'on met à la disposition de la personne un téléphone avec des unités pour contacter? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Madame, vous savez, si le législateur a inscrit ce droit à l'information, c'est pour qu'il n'y ait pas la rétention d'information. L'information comme la communication sont des droits que l'officier de police judiciaire doit respecter. Comment cela doit se passer? Si le monsieur n'a pas de... Puisque lorsqu'on est à la maison, dans un poste de sécurité publique, parfois on est dépourvu de tout. Mais au niveau de la brigade, du pôle de sécurité publique, l'officier de police judiciaire là, peut lui prêter par exemple son téléphone ou bien demander le numéro d'un de ses parents pour que ce dernier veuille bien contacter ses parents en leur précisant le lieu où il se trouve, certainement le raison de son arrestation ou de son placement en garde à vue. Donc tout ceci, madame, est nécessaire
est obligatoire pour les officiers de police judiciaire de respecter ces dispositions-là. Donc, pour ça, soyez-en sûrs, ils sont tenus à respecter cela. Personne ne peut enlever quoi que ce soit dans des dispositions relatives dans le Code de procédure pénale à propos de ce droit à l'information. L'autre droit que je veux dire, c'est le droit d'avoir un avocat. Dès la première phase de la procédure judiciaire, l'officier de police judiciaire a le droit de l'informer qu'il a droit d'avoir un avocat. Et s'il a un avocat personnel, il n'y a pas de problème. Mais soyez-en sûrs, à cette procédure-là, il n'y a pas des avocats commis d'office. Au niveau de cette procédure préliminaire, il n'y a pas des avocats commis d'office. Si vous avez votre avocat, un avocat de la famille, vous le faites appel, il vient vous assister. Si vous avez de l'argent, vous appelez également un avocat, il vient vous assister dans toute la procédure. Mais dans le cas contraire, comment on fait? Mais non, mais attends, mais vous répondez. Vous répondez seul devant l'autorité, l'officier de police judiciaire. Vous répondez, puisque vous n'avez pas d'avocat, vous allez faire comment? Il n'est pas dit que quand vous commettez, à l'immédiat, on va vous donner un avocat. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'on peut vous donner un avocat d'office. Là, vous êtes obligé de répondre de vos actes, de répondre à l'appel des enquêteurs et également de donner, comme on le dit souvent, votre part de vérité. Hein? Maintenant, partant de là, c'est à l'officier de police judiciaire de voir s'il peut continuer s'il peut transférer votre dossier au niveau du parquet ou bien vous libérer, c'est à lui de voir. Mais c'est comme on le dit, ce droit est dévolu à tout le monde, c'est un principe. Mais si vous n'avez pas d'avocat, vous n'avez pas d'avocat, madame. Maintenant, dans ce cas-là, ils font quoi? Donc, c'est une peine perdue. Non, ce n'est pas de peine perdue. C'est-à-dire que mais vous vous présentez. Mais nous le voyons, nous avons fait les statistiques dernièrement dans le travail que nous avons fait dans les 4 maisons d'arrêt. Combien de personnes ont des avocats? Ceux qui sont déjà à la maison d'arrêt. Mais avoir un avocat, il faut avoir de l'argent, madame. Hein? Avoir un avocat, entre guillemets, on peut dire que c'est un luxe. Mais si vous n'avez pas d'argent, comment voulez-vous avoir un avocat? Mais voilà, c'est ça le problème. Est-ce que ces gens-là peuvent vous contacter, vous, en tant qu'organisation de la société civile, pour que vous puissiez les accompagner? Oui, mais non, c'est ce que je dis. Nous, les acteurs de la société civile, nous veillons simplement au respect de la légalité. Mais lorsqu'il y a une procédure, nous, on n'est pas passé de l'enquête où nous devons être... Or, l'avocat, s'il est là, l'avocat peut se placer là pour essayer d'assister son client. Mais nous, les acteurs de la société civile, généralement, on n'est pas constitués. Mais est-ce que vous ne... C'est-à-dire, au sein de votre structure, il n'y a pas un accompagnement juridique? Non, mais c'est qu'il y a... Mais l'accompagnement, c'est en dehors du lieu de détention. Ce n'est pas dans le lieu de détention même. Si des parents viennent nous voir ici, nous expliquent les faits, on faut se dire par rapport aux dispositions du Code de procédure pénale, comment est-ce qu'on peut écrire au commissaire ou à l'officier de police judiciaire. Mais nous, on ne peut pas se constituer comme étant partie prenante à l'enquête. Donc ça, on n'est pas là. Madame, je suis vraiment désolé. Donc, l'autre droit que je voudrais... Justement, le droit à un avocat pour ceux qui ont des moyens, pour ceux qui ont des avocats au niveau de la famille. Comment est-ce que ça se passe? Puisque la relation même entre avocats et les policiers, encore les gendarmes, comment est-ce que ça se passe concrètement pour entrer en contact justement avec la personne mise en garde? Madame, je vous dis que ça, c'est un principe. Et déjà, je crois, la loi portant profession de l'avocat dit à son article 1er que l'avocat assiste son client dès la phase préliminaire. Donc, 2. L'officier de police judiciaire est censé connaître qu'un avocat peut se constituer dès cette phase-là pour assister son client. Donc, l'officier de police judiciaire est tenu à respecter ces dispositions-là. Donc, il ne peut pas refuser. Mais dans la pratique, nous savons qu'à certains moments, ça il faut le reconnaître, dans la pratique, il y a certains officiers de police judiciaire qui ne veulent même pas recevoir les avocats des gens placés en garde à vue. Mais c'est comme on le dit, vous savez, il faudrait beaucoup de formation. Ce n'est pas tout le monde qui le sait. Mais il faudrait toujours persévérer dans la formation, dans l'information sur ces dispositions-là, qu'au moins les officiers de police judiciaire connaissent que lorsque une personne est placée en garde à vue, il peut faire appel à son avocat
Pour ça, je pense que c'est juste un problème de communication entre l'avocat et l'officier de police judiciaire. Mais selon les témoignages, il y a de plus en plus des cas où les officiers de police judiciaire acceptent la constitution des avocats dès cette phase préliminaire de l'enquête. Voilà. Justement, maintenant, l'avocat, en arrivant, est-ce qu'il aura droit aussi à certains documents? Puisque ça, c'est sûr que bien avant, il y a eu déjà un procès verbal qui a eu à établir. Oui, non, c'est dit que... Mais nous voyons souvent, même de manière ordinaire, si vous avez un avocat, avant de signer un procès verbal, vous le lisez, l'avocat lit. L'avocat demande comment, est-ce que vous reconnaissez? Non, mais voilà, non, mais il dit que je reconnais. Est-ce que vous avez subi de pression? Non. Est-ce que vous avez été torturé? Non. Est-ce que vous pouvez signer tout ce qu'il a reflète ce que vous avez dit? Oui. Bon, signez. Mais l'avocat, il donne, voilà pourquoi ça s'appelle des conseils. L'avocat ne donne qu'un conseil. L'avocat ne peut pas vous dire que non, mais voilà, bon, montez, refuser. Non, 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 non. L'avocat n'a que là pour conseil. Il veut, comme je l'ai dit précédemment, pour les acteurs de la société civile, il va vérifier la légalité. Est-ce que vraiment les droits de son client sont respectés? Est-ce que c'est sous pression ou la torture que ces informations ont été recueillies? Non. Il dit, bon, voilà, signé. Et on se retrouve au procès. À ce moment, plutôt au tribunal. À ce moment-là, il y a le transfèrement de son dossier est transféré au parquet. Il y a l'ouverture d'une information judiciaire. À ce moment-là, l'avocat s'approprie du dossier et il continue à accompagner son client. Donc voilà un peu sur le problème de l'officier de police judiciaire et de l'avocat. C'est juste un problème de communication, d'information. Ce n'est pas tout le monde qui est censé le connaître, mais moi je pense qu'au fil des formations, les avocats ou les officiers de police judiciaire peuvent reconnaître un peu ce droit des avocats d'assister leurs clients. Et un autre droit, c'est celui du droit d'être informé des raisons de son arrestation, de sa détention, madame. Mais lorsqu'une personne est arrêtée et placée en garde à vue, certes, mais il faudrait qu'on lui signifie les raisons de son arrestation. Pourquoi on l'a placée en garde à vue? Et même cette disposition d'être informé des raisons de son arrestation, de sa détention, sont contenues dans la Constitution. Au niveau de l'article 11, où il est dit qu'une personne doit être informée des raisons de son arrestation, de sa détention. On ne peut pas vous prendre comme ça, vous mettre dans un lieu de détention sans raison. Et là également, je reviens à la violation. Là, c'est une violation. Et c'est votre droit également de contester cette arrestation, d'écrire comme je l'ai dit, pour le public ou à une autorité judiciaire pour demander, pour contester cela et naturellement demander votre mise en liberté. Et l'autre droit, c'est le droit de ne pas être soumis à la torture ni à autre de mauvais traitement. Ça, je ne vous le cache pas, nous savons que dans nos pôles de sécurité publique, le système d'interrogatoire, c'est la torture. Hein, c'est la torture. Donc, moi, je pense qu'ils doivent savoir également de leur côté, lorsqu'une personne est placée en garde à vue, c'est pas la législation ne leur autorise pas de la torturer, mais au contraire, de préserver son intégrité physique. Et à ce moment, il faudrait que des sensibilisations ou bien des formations permanentes puissent être données à ces officiers-là pour qu'ils se gardent sincèrement de ne plus torturer et de torturer les personnes qui sont à leur charge. Parce que là également, vous savez que madame, nous sommes partie prenante, pour ne pas dire partie État, à la Convention contre la torture. Et dans cette convention, non seulement on définit la torture, mais on réprime également la torture. Donc, si vous torturez une personne, c'est du droit de cette personne de porter plainte contre vous pour réparation et autres. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres droits? Non, mais il y en a beaucoup, mais je pense que c'est limité déjà à ces droits que nous avons évoqués. Okay. Les droits, il y en a beaucoup, il y a beaucoup, mais certainement au fil de notre échange, on pourra évoquer bien d'autres droits, madame. Par exemple, il y a le droit d'être examiné par un médecin. Comment est-ce que ça se passe? Oui, vous savez, madame, lorsque... Bon, le droit, là également, c'est un problème de moyens. Vous pouvez être, surtout dans le pôle de sécurité publique, vous pouvez être malade dans un pôle de sécurité publique. Si vous faites une crise, en premier, c'est de la responsabilité de l'officier de police, du responsable du lieu de détention où vous êtes placé,
qui doit s'en occuper. Mais à défaut, on fait appel à vos parents pour venir prendre la charge du suivi médical. Parce que, dans pareille circonstance, madame, il y a des médicaments achetés, il y a des médecins à faire venir, et lorsque vous avez un médecin qui vient, l'officier de police ne peut pas vous le refuser. Parce qu'il y a des gens qui se présentent parfois, exemple, ils peuvent être diabétiques, hein, ils ont un régime spécial, ils ont peut-être des consultations ou plutôt un suivi médical. Et si le médecin vient, on ne peut pas leur refuser cela. Et même lorsque également, n'ayons pas de médecin, lorsqu'il y a un cas pareil qui se présente, certes, l'officier de police judiciaire peut réagir, mais généralement, on fait appel aux parents pour répondre un peu à ses obligations médicales, s'il faut le dire, pour payer les médicaments, pour faire appel à un médecin, pour donner un traitement. Hein, voilà un peu, madame. Un autre droit, par exemple, le droit de se taire, de faire des déclarations ou de reprendre des questions. Mais oui, madame, il n'est pas dit que lorsque vous êtes dans un poste de sécurité publique ou une brigade de gendarmerie, encore à la maison d'arrêt, ou bien dans une procédure quelconque, que vous êtes interrogé, que vous avez l'obligation de répondre. Non, vous avez également ce droit-là, le droit de vous taire, de ne pas répondre aux questions. Et l'autre droit, c'est le droit de ne même pas vous accuser. Est-ce que vous voyez parfois, il y a des gens qui pensent que non, mais voilà, on vous dit non, mais voilà, tu as commis ce forfait, donc accepte seulement, et que la personne dise que non, mais voilà, j'ai commis tout là. Non, c'est-à-dire qu'on lui dit le droit de ne pas s'auto-accuser. Donc, ça ne sert même pas de s'auto-accuser. Et par rapport à la procédure, par rapport à comment ça dit, par rapport à ces raisons, il peut décider de ne pas répondre aux questions que lui pose l'officier de police judiciaire. Maintenant, quitte à l'officier de police judiciaire de faire le constat ou de faire rapport avant de transférer son dossier au niveau du tribunal. Ok, merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la notion de la présomption d'innocence. Tout à l'heure, lors de la deuxième partie de l'émission, vous avez abordé l'aspect sur la présomption d'innocence. On peut un peu comprendre de quoi il s'agit? Oui, madame. Vous savez, lorsqu'une personne commet, généralement que nous constatons, elle est aussitôt culpabilisée par la clameur publique. Oublions qu'il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Or, la présomption d'innocence était droit fondamental qui voudrait que toute personne soupçonnée de la commission d'une infraction à la loi ne peut être considérée coupable ne peut être considérée coupable avant d'avoir été jugée. Il faudrait que cette personne soit jugée pour être considérée coupable d'une infraction. Mais si la personne n'est pas jugée, et quand on dit doit être jugée sur la base d'un débat contradictoire, mais si la personne n'est pas jugée, comment pouvez-vous reconnaître sa culpabilité? Et la personne habilitée à reconnaître une quelconque culpabilité, c'est l'autorité de décision des autorités judiciaires. Ce n'est pas aux journalistes, comme je l'ai dit dans le précédent émission, ce n'est pas aux journalistes, ce n'est pas à la population. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de revenir, surtout avec le phénomène bébé noir, où c'est la population qui se fait justice. Quelle que soit la commission de l'infraction, le suspect a des droits, dont celle de la présomption d'innocence. Il a certes commis, arrêtons-le, présentez-le à l'autorité judiciaire pour lui commencer une procédure. Après, on le transfère au parquet. Après, il y a un procès avec débat contradictoire. Après, il y a une décision de justice. Sa culpabilité est reconnue. Il est placé en détention tout court. Parce que la détention préventive, c'est pendant les formations. Donc là, quand il y a déjà jugement, il n'y a plus de détention préventive. C'est la détention simple. Donc, vous voyez, madame. Donc, ça pour vous dire que une personne, c'est-à-dire que la communauté, la société, et même comme on l'a dit précédemment dans la précédente émission, même le journaliste n'a pas le droit de culpabiliser quelqu'un parce que cette personne bénéficie d'une présomption d'innocence. Donc, seule l'autorité judiciaire, voilà, à la suite d'un jugement, d'un procès équitable, contradictoire, que
sa culpabilité si elle est reconnue. Parfois, nous voyons dans certaines procédures où il y a des acquittements. Mais si une personne, pendant la commission de l'infraction, avait été bastonnée par la population et qu'à l'issue de la procédure est innocentée, bon, qui va régler le préjudice subi? Donc, c'est des choses comme ça. Voilà pourquoi, vraiment, au niveau de la population, nous devrons faire un effort de les sensibiliser sur ces droits pour dire que la population elle-même ne peut pas faire justice. Il faudrait tout s'en remettre entre les mains de la justice pour décider de la culpabilité d'une personne sur la procédure que nous avons évoquée à la suite d'un procès équitable, à la suite d'un débat contradictoire. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Maintenant, quelle est la différence entre la garde à vue et la détention préventive? Bon, madame, je dirais que la garde à vue et la différence et la détention préventive se trouvent à deux niveaux. D'abord, au niveau de la décision. Parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui prennent la décision, ce ne sont pas qui prennent la décision sur la garde à vue comme sur la détention préventive. Sur la garde à vue, la personne qui prend la décision, c'est l'officier de police judiciaire. Sur la détention préventive, celui qui place une personne en détention préventive, c'est le juge d'instruction ou bien le procureur. Naturellement, menu d'un mandat. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est au niveau de la durée. La durée de la garde à vue, elle est de 72 heures, qui peut être prolongée de 48 heures. Par contre, au niveau de la détention préventive, la durée est de 4 mois, qui peut être prolongée avant de 2 mois. Donc voilà un peu, en si peu de mots, la différence que nous pouvons faire entre la garde à vue et la détention préventive, madame. Okay, merci beaucoup, monsieur Christian. Nous sommes à la fin de cette troisième partie de l'émission. Est-ce que vous avez un mot à adresser à ceux qui nous écoutent? Oui, nous savons, madame, qu'à travers cette émission, la CAT Congo est en train de se faire connaître et que le citoyen congolais doit savoir dorénavant compter avec notre organisation pour une assistance quelconque, surtout juridique et judiciaire, et que lorsqu'il constate la violation de ses droits, de toujours penser à la CAT Congo, parce qu'au niveau de la CAT, nous avons un personnel bien formé, nous avons des assistants judiciaires, des avocats qui peuvent les accompagner lorsque besoin se fait sentir. Et en second, je dirais que la population doit connaître également ses voies de recours lorsqu'ils doivent être violés, parce que lorsque les droits sont violés, il y a des voies de recours qui existent au niveau national que la population peut toujours, auxquelles il peut faire recours, parce que nous les avons au niveau judiciaire et institutionnel. Nous avons le parquet au niveau du procureur de la République. Nous avons également d'autres non judiciaires comme la Commission nationale des droits de l'homme et autres. Il y a aussi, comme je l'ai dit, faire recours aussi à la CAT Congo pour l'accompagnement, je l'ai également dit. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire à propos des citoyens congolais, mais de ne pas oublier de toujours s'approprier des dispositions qui existent dans le code de procédure pénale et connaître un peu ce droit pour mieux les revendiquer. Lorsque vous ne les connaissez pas, vous ne saurez jamais les revendiquer, madame. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire en si peu de mots. D'accord, merci beaucoup, Président. C'est à moi de vous remercier, madame. Merci à vous aussi, chers auditeurs et chers internautes de l'émission Droit de la société. Voilà, c'est la fin. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser via notre numéro 06 842 24 72, notre page Facebook Le Droit dans la société ou encore de vous abonner sur notre page YouTube AGI TV. D'ici là, je vous dis merci, portez-vous bien, à nous revoir prochainement pour un nouveau sujet.